TV Liberté n'est pas financé par les oligarques qui dealent avec le pouvoir, ni par le pouvoir qui deal avec les oligarques. TVL n'est pas arrosé par les laboratoires pharmaceutiques qui courent après leurs profits jusqu'au mépris de vos vies. Derrière TVL, il n'y a pas de marchands de canons qui comptent sur la guerre pour faire leur beurre. TV Liberté, c'est un média alternatif, indépendant. Contrairement à la grande presse qui croule sous l'argent de vos impôts, nous dépensons vos dons avec rigueur et discernement pour vous informer. Nous ne recevons aucune subvention et pourtant, d'année en année, nos décryptages se vérifient et ils sont confirmés par la réalité. Parce qu'à TVL, nous n'avons pas de conflit d'intérêts, ni avec les partis, ni avec les vaccins, ni avec une puissance étrangère, ni avec quiconque. Ce que nous avons, c'est un devoir d'intégrité et d'exemplarité vis-à-vis de vous. Mais pour continuer notre mission, pour sortir la tête de l'eau après cette censure bancaire, mais aussi pour riposter, pour rendre coup pour coup au système. Nous n'avons pas d'autre aide que vous. Vous êtes notre seul soutien. Alors ne vous contentez pas d'être spectateur. Donnez à TV Liberté et agissez à nos côtés dès aujourd'hui. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors Jean-Yves, je suis très heureuse de retrouver les téléspectateurs d'Immédiat. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous avez été nombreux à me souhaiter des vœux de bon rétablissement. Et c'était toujours vraiment sympathique d'ouvrir cette section des commentaires et de tomber sur ces gentils messages. Heureusement, plus de peur que de mal. Et vous voyez, me voilà de retour. Place au programme. Nous allons constater que notre première dame de France dit de sacrés gros mots. Et puis, notre dossier sera consacré à cette question. Est-ce que le service public se sert de votre argent pour financer la gauche? Vous en avez l'habitude, si le programme vous plaît, bien vous pouvez déjà cliquer sur le pouce en l'air, ne l'oubliez pas, c'est essentiel pour l'algorithme de YouTube. Et puis laissez un commentaire, c'est également bon pour l'algorithme. N'oubliez pas de vous abonner, de vérifier si vous êtes toujours abonné. Et on va pouvoir y aller, c'est parti. Je vous propose de commencer cette image avec la vidéo de Madame Macron qui tient des propos un peu salés, vous allez voir. Alors, ça va, t'es comment? J'ai peur. T'as peur de quoi? De tout. Mais bien, si les sales connes, on va les foutre dehors. Tu crois? C'est ce que j'ai fait hier, moi. Ouais, ton père, il était là. Ah oui. C'est pas possible. Surtout des bandits masqués. Ouais. Ah, non. Elle manie le despotisme quand même avec une légèreté qui interroge, Jean-Yves, cette première dame. Et oui, parce qu'elle a giflé son petit garçon, vous savez, à la descente d'un avion lors d'une visite internationale. Et puis alors là, elle se lâche dans le vocabulaire vis-à-vis de manifestantes féministes qui avaient protesté contre cet acteur, cet artiste un peu... discutable. Oui, alors Harry Habitant, effectivement, qui reprend ses tournées de spectacles. D'ailleurs, un spectacle sur l'amour, la parentalité, ce qui est assez salé, effectivement, quand on sait ce que lui reprochent les féministes. Elles lui reprochent d'être un violeur. Et effectivement, on va y revenir, mais il y a eu un non-lieu. Ce qui est intéressant, Jean-Yves, on y reviendra sur cette question du non-lieu. Ce qui est intéressant, c'est que la vidéo de Brigitte Macron n'aurait pas dû sortir. Il s'agit d'une erreur de l'agence Best Image. C'est une agence qui est tenue par Mimi Marchand. Mimi Marchand, c'est Madame Presse People. C'est elle qui a fait le couple Macron. Et vous verrez, cela a une importance capitale dans le développement de cette affaire. Alors évidemment, les réactions dans la presse ont été diverses et variées.
Il y a eu le cordon sanitaire autour du couple Macron pour essayer de justifier ces propos de la première dame en disant que c'était un langage qui n'était pas très heureux, mais qu'on pouvait comprendre aussi que les interruptions de spectacle puissent amener de l'agacement. Il y a des associations féministes qui ont décidé de porter plainte contre Madame Macron. Un problème de vulgarité aussi, des propos pas élégants. Bruno Retailleau, de son côté, déclare ceci: interrompre un spectacle est aussi une insulte. Jean-Yves, j'aimerais quand même qu'on signale aux téléspectateurs que les théâtres, ça a toujours été des endroits de diffusion d'idées diverses et variées, souvent contre le pouvoir d'ailleurs. D'ailleurs, ce sont des spectacles qui ont été plus ou moins réprimés aux époques. Il y avait une tradition. Il y avait la tradition du chahut. Du chahut romantique, oui, la bataille d'Hernani, enfin bon. Tout à fait, la première diffusion du spectacle d'Hernani avait fait... C'était il y a 2 siècles, mais oui, c'est vrai. Alors maintenant, ça se fait moins, voilà. Après, il faut garder ce droit à manifester. Alors, ce qui m'a intéressé aussi, c'est vraiment un avocat qui est venu au secours de Madame Macron en déclarant ceci: on ne diffuse pas des propos privés. C'est l'avocat Richard Malka. C'est une vraie question, ça, Jean-Yves, parce que ça nous relance sur l'affaire Cohen-Legrand. Est-ce qu'on a vraiment la possibilité d'avoir des propos tout à fait privés quand on est une personnalité publique? Quand on est une personnalité publique, c'est évidemment difficile et en fait, d'autant plus que les personnalités publiques médiatisent tous leurs déplacements. Voilà. Donc à partir de ce moment où le déplacement est médiatisé, qu'il est dans l'agenda, d'un certain point de vue, il est public. La porte-parole du gouvernement a appelé à laisser Brigitte Macron tranquille après ses propos discutables donc sur ces militantes féministes. Pourquoi est-ce que ces militantes féministes ont été un peu titillées et ont mené cette action? Eh bien, je vous propose peut-être d'écouter cette interview de Monsieur Habitant qui relançait sa carrière après 3 années assez longues d'instruction justement pour son affaire de viol. On l'écoute tout de suite. Vous en voulez beaucoup à votre accusatrice quand même qui vous a gâché la vie pendant 3 ans? Non, même pas. Vous l'avez revue? Vous avez eu un message Non. ou quoi que ce soit? Non. Non, j'en veux pas. Vous savez pas ce qu'elle est devenue? Non. Parce qu'on a parlé, on a lu qu'elle avait eu un syndrome post-traumatique, qu'elle avait fait une tentative de suicide. L'émotion ne peut pas être jugée par l'émotion, encore une fois. C'est ça que je vous dis. C'est ça qui est important aussi. Donc non, je ne lui en veux pas, je n'ai aucune colère et je pardonne. Il pardonne et avant de revenir un peu sur Harry Habitant, je vous propose de regarder un autre de ses passages médiatiques. On regarde la vidéo tout de suite. Eh ben, tu veux que je te dise, t'as tout à fait raison. Est-ce que Monsieur Habitant est un violeur? Bon, eh bien visiblement la justice a tranché. Enfin, elle a tranché avec insuffisance de preuves, en tout cas en indiquant un non-lieu. Toujours est-il que son affaire, quand on s'intéresse aux faits, est quand même assez sordide. Il est accusé de viol donc par une ancienne compagne qui est assez jeune. D'ailleurs, il me semble qu'elle a 23 ans. Les détails sont vite sortis. On raconte une agression brutale avec un certificat médical qui atteste de déchirure anale, de bleu, de griffures, ainsi que de marques à la joue. Quoi qu'il arrive, ce brave Harry Habitant a des pratiques sexuelles pour le moins douteuses. Et malheureusement, cette affaire n'a pas été requalifiée, mais cela pose question. Voilà. J'aimerais faire un parallèle un peu amusant. On a les Miss France qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps. Et on a cette première dame. Il y a eu des concurrentes de Miss France qui ont insulté sur les réseaux le top 12 des Miss France. Elles faisaient les commentaires sur les réseaux sociaux. Elles ont été épinglées, pointées du doigt et elles ont finalement dû rendre leur écharpe et leur titre de Miss France. On verra si Brigitte Macron rendra son poste, son titre ou sa perruque. Son titre de première dame. Alors, ce qui est quand même intéressant dans l'affaire, effectivement, bon, il a obtenu un non-lieu. Mais il y a des cas moins graves où il y a eu des condamnations. Alors, c'est quand même intéressant d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu un non-lieu? Qui a défendu M. Habitant, Jean-Yves? Qui a défendu M. Habitant? Eh bien, c'est une avocate qui s'appelle Madame Caroline Tauby,
qui n'est pas une avocate marginale, puisque c'est l'avocate de Niel, qui lui-même a été dans le passé poursuivi et condamné pour prostitution, proxénétisme, et c'est l'avocat de Mimi Marchand, qui est la femme qui a fait le couple Macron, qui a vendu l'image du couple Macron, notamment en 2017, et qui continue de le vendre. C'est la communicante des People. Donc on voit un petit monde. Et on comprend d'ailleurs que Mme Macron vienne soutenir Monsieur Habitant, ou Habitane, puisque... au fond, c'est un copain de Mimi Marchand, tout ce petit monde, tout ce petit monde, et quand même, c'est la caste, voilà. C'est la caste qui se protège, et on ne peut pas exclure que derrière le non-lieu, il y ait eu les bons aiguillages judiciaires, puisque en matière de justice, on dit la justice est indépendante, c'est à voir, mais la possibilité d'un parquet ou d'une présidence de tribunal, c'est d'aiguiller les affaires vers tel ou tel juge, ce qui permet parfois d'aboutir au résultat qu'on souhaite. En tout cas, il s'en est bien tiré par rapport à M. Depardieu ou par rapport à M. de Bedos, par exemple. Voilà, c'est tout. Place maintenant à une autre caste dans le dossier du jour. Pour notre dossier du jour, Jean-Yves, je vous propose de revenir sur Monsieur Haloncle, dont on a déjà parlé la semaine dernière, Monsieur Charles Haloncle, qui est le rapporteur actuellement d'une commission d'enquête parlementaire sur le service public. Et on va s'intéresser à deux de ces questions et des réponses de ses interlocuteurs. Le secrétaire général de France Télévisions a-t-il décalé le rapport de la Cour des comptes sur France Télévisions pour permettre de refaire élire Ernotte? Mais aussi, est-ce que Delphine Ernotte a manqué de transparence vis-à-vis de la société Media One, qui est une société de production que France Télévisions paye, arrose même. On regarde cette vidéo tout de suite. Monsieur le secrétaire général, avez-vous, oui ou non, de quelque façon que ce soit, par mail ou par courrier, envoyé une demande à des membres de la Cour des comptes pour retarder le pré-rapport ou le rapport de la Cour des comptes? Lorsque ces accusations ont été proférées, j'ai immédiatement regardé dans ma messagerie si un tel message avait pu échapper à ma vigilance. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, pour moi, je considère que je n'ai envoyé aucun message de ce style à la Cour des comptes. Et compte tenu de la gravité de ce qui a été dit, moi, comme le président, j'attends qu'un tel document soit produit. Et en tout cas, je puis vous affirmer de la façon la plus claire qui soit que si ce document était produit, je demanderais à le consulter d'une part, et d'autre part, je demanderais à ce qu'en soit vérifiée l'authenticité. Je vous remercie. Monsieur Pigasse, le 11 septembre dernier, était invité de l'émission politique sur France 2, animée par Caroline Roux. Il a été présenté par Caroline Roux comme un simple chef d'entreprise. Elle lui a laissé pendant 20 minutes tribune à 1 heure de grande écoute en direct sans contradictoire, présenté comme un simple chef d'entreprise. Et Monsieur Pigasse, dirigeant de Media One, a expliqué que le RN était un parti qui pourchassait les homosexuels, un parti qui pourchassait les étrangers. Monsieur Pigasse n'est pas un simple chef d'entreprise, il est dirigeant de Media One, qui est la première société de production qui produit le plus d'émissions pour le service public, notamment des émissions comme, je crois, C'est dans l'air, qu'anime Caroline Roux. Donc, Monsieur Pigasse, d'une certaine façon, est le patron de Caroline Roux. À aucun moment, Caroline Roux n'a jugé bon de le dire devant les téléspectateurs de France 2. Premier point. Deuxième point. À aucun moment, Caroline Roux n'a jugé bon de dire que Monsieur Pigasse, le 13 janvier dernier, faisait la une de Libération, étant très fier d'affirmer vouloir mettre les médias qu'il contrôle dans le combat contre la droite radicale. Ce sont ces termes à la une de Libération. Quand vous dites, est-ce que Caroline Roux aurait dû préciser que Mathieu Pigasse était actionnaire de Media One, je pense que vous avez raison. Comme Caroline Roux ne voit jamais Mathieu Pigasse, puisqu'il est, comme je vous le dis, actionnaire, pas dirigeant, ça lui a pas sauté aux yeux. Mathieu Pigasse est actionnaire, ça n'est pas le patron de Caroline Roux, il ne prend pas de décision éditoriale sur
c'est dans l'air. Alors d'abord, il faut noter que M. Allon, qui est un député qui fait remarquablement bien son travail, il a passé sur le grill Mme Ernotte et son équipe pendant 3 heures avec des questions précises, de manière posée. C'est absolument remarquable. Voilà. C'est rare finalement. Il n'y a pas tant que ça de parlementaires qui font un travail aussi remarquable. M. Allon, clé de l'UDR, donc avec M. Ciotti. Alors, ce qui est intéressant dans la réponse du secrétaire général, c'est qu'évidemment, il noie de poisson. Et on voit aussi la morgue. Je suis inspecteur général des finances, la morgue, le mépris finalement de la caste pour une question d'un parlementaire, mais on voit aussi la gêne des autres. Vous voyez son voisin qui cache son visage, Madame Ernotte est comme ça, il faut regarder le visuel, on voit qu'ils sont gênés parce que c'est quand même délicat. Ils sont en train de mentir sous serment quand même, ou de noyer le poisson, pour une affaire qui est grave, puisqu'on suspend la publication d'un rapport pour permettre précisément le renouvellement pour 5 ans du mandat de Mme Ernotte. C'est loin d'être négligeable. C'est pas la première fois que la Cour des comptes est coupable de cela. Elle avait déjà fait l'opération au moment de la loi Darmanin-Retailleau sur l'immigration. Mais la Cour des comptes, c'est comme le Conseil d'État, c'est comme le Conseil constitutionnel, c'est une officine socialiste. Ils sortent les rapports quand ça les arrange bien. À noter, toutefois, ces chiffres, pour compléter votre propos, Jean-Yves, 343 millions versés en 2024 au privé par France Télévisions. Que se passe-t-il avec France Télévisions ? France Télévisions, c'est le service public, c'est 4 milliards. Voilà. C'est 4 milliards, mais sur ces milliards, eh bien, il y a des millions qui passent dans des sociétés de production privée pour produire des tas d'émissions en réalité. Et notamment, on apprend dans cette enquête que 111 millions de chiffres d'affaires ont été rapportés par Media One grâce à France Télévisions, juste en 2024. 111 millions de chiffres d'affaires. Et c'est un pactole qui ne cesse de grossir, évidemment. Media One, qu'est-ce que c'est Media One ? Media One, c'est Monsieur Pigasse, c'est Monsieur Niel, mais c'est aussi Pierre-Antoine Capton. Monsieur Pigasse a des positionnements pourtant assez clairs. Je veux mettre les médias que je contrôle dans le combat contre la gauche radicale. La droite radicale. Contre la droite radicale. Quand il évoque l'interview avec Caroline Roux, Monsieur Pigasse a en fait une gigantesque tribune pour développer d'un argumentaire de gauche lors de cette émission où il n'est pas présenté en tant qu'actionnaire majoritaire et donc ayant un parti pris. Ça permet aussi ces sociétés privées de dire Patrick Cohen travaille pour Media One et pas pour France Télévisions, donc il ne sera pas sanctionné pour ses propos dans l'affaire Cohen-Thomas Legrand. C'est très spécial, Jean-Yves, sachant que cet argent de l'audiovisuel public, maintenant que la redevance télé n'existe plus, cet argent de l'audiovisuel public vient de la TVA. C'est-à-dire que tous les Français sont forcés de la payer. Ça, c'est également Charles Aloncle qui le souligne. On paye tous 100 € par foyer. Avec la TVA, on achète tous des choses. On ne peut pas cesser d'acheter des choses. Donc, on paye tous l'audiovisuel public. Et l'audiovisuel public paye des gens qui sont à gauche. Alors ça, c'est assez extraordinaire, effectivement. Il faut que nos téléspectateurs le comprennent. Quand M. Pigasse dit « je veux mettre les médias que je contrôle dans le combat contre la droite radicale », les médias qu'il contrôle, ils sont financés par l'argent public. C'est pas son argent. On reproche à M. Bolloré de faire un média de droite, mais il le fait avec son argent. M. Pigasse, il nourrit des médias de gauche et d'extrême gauche avec l'argent public de France Télévisions à travers l'opération Media One. Et donc, moi, je dis à nos amis, nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas de contrat avec France Télévisions. Nous ne sommes pas payés par la TVA. Nous ne pouvons vivre que
de vos dons, de votre soutien. C'est ce qui garantit notre indépendance. Il faut noter, Jean-Yves, que dans tous ces chiffres qu'on a agités, il y a 1 milliard de France Télévisions qui est consacré à la production. Dans la production, il y a cet appel à des sociétés de production privées. Et donc, la première société bénéficiaire de ces tarifs de France Télévisions, c'est Media One. C'est Media One, Xavier Niel, Mathieu Pigasse, Pierre-Antoine Capton. Retenez ces noms, chers téléspectateurs, vous allez continuer de les entendre dans l'immédiat. Jean-Yves, il se passe des choses outre-Atlantique en ce moment. Trump et X font face assez violemment à l'Union européenne. Donald Trump a déclaré ceci: l'Europe prend certaines mauvaises directions. Il a dit cela notamment après une question d'un journaliste qui lui demandait de commenter l'amende que réclame l'Union européenne à X, donc cette plateforme de réseau social fort usitée. Donald Trump a renchéri quelques temps plus tard en disant qu'il adorait Paris, mais que désormais la politique migratoire de la France et de l'Europe était un désastre. Et on a également J.D. Vance qui a continué dans ses discours politiques à cibler la violence dans les sociétés européennes liée à la migration de masse. Ce sont ces mots. Jean-Yves, vous avez un commentaire à faire face à ces événements qui coïncident? Alors, on peut regretter ce qui est quand même une certaine forme d'ingérence américaine. On peut aussi noter un changement, puisqu'il y a 15 ans, à l'époque d'Obama, ils encourageaient, l'ambassade américaine à Paris encourageait les courants indigénistes, finançait les courants indigénistes. Là, ils mettent un peu les pieds dans le plat et, objectivement, ils déplacent la fenêtre d'Overton en aidant finalement les Européens à prendre conscience de la situation dramatique dans laquelle l'immigration les met. Et donc, on peut à la fois déplorer l'ingérence et se réjouir de l'ouverture de la fenêtre d'Overton. Elon Musk a carrément appelé à la disparition de l'Union européenne. C'est un peu fort. Oui. Ils y vont à grands coups de marteau. Une petite vidéo d'Éric Zemmour face à un journaliste facétieux maintenant, vous allez voir. Comment vous expliquez que Jérôme Fourquet lui-même, dans un de ses précédents livres, a comptabilisé 20% de prénoms musulmans? Et il n'y aurait que 7% de musulmans. Parce que ça n'a Donc ça veut pas dire que des forcément gens... grand-chose à voir. ça n'a rien à voir. Pas forcément grand-chose à voir, j'ai dit. Vous pensez que un Français non musulman va donner un prénom musulman? On peut appeler son fils David et ne pas être de... Non, vous savez très bien que c'est pas la même chose. Non. On n'appelle pas son fils Mohamed si on n'est pas musulman. C'est pas vrai. Ah bon? Non, c'est faux. C'est tellement naïf que c'est presque touchant. Il fait un numéro d'ahuri, le journaliste, absolument... qui mérite un Oscar. Hein. C'est remarquable. Ah ouais, là, vraiment extraordinaire. 62% d'étrangers sont impliqués dans les agressions sexuelles dans les transports en commun franciliens en 2024. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Cela se détaille de la façon suivante. Il y a 20% de Maghrébins qui agressent, 18% d'Africains qui agressent dans ces 62% et 14% d'Asiatiques. Que propose le gouvernement? Eh bien... un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, avec notamment Aurore Berger qui veut mettre l'accent sur la formation des agents et leur collaboration avec les forces de l'ordre. Les femmes sont rassurées, Jean-Yves. Absolument. La question derrière ça, il y a évidemment l'immigration de masse, mais c'est un sujet dont il est quasiment interdit de parler. Il y a eu hier, je crois, un débat de 3 heures au Conseil régional d'Île-de-France sur cette question des agressions sexuelles dans les transports en commun. Et quand un conseiller régional RN, en l'occurrence le sénateur Burox, le sénateur de Seine-et-Marne, Burox, a osé aborder cette question, ça n'a pu durer que quelques minutes et c'était la consternation dans l'Assemblée parce qu'il a dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire parce qu'on continue de ne pas voir ce qu'on devrait voir. Ce qu'on devrait voir. D'autant plus que ce chiffre de 62% d'étrangers
ne mentionne pas les personnes auteurs de faits d'origine étrangère mais française. Oui. Encore un peu des chiffres, décidément, c'est la fin de l'année, les chiffres tombent. La moyenne d'âge dans les médias, Jean-Yves, va nous intéresser pour cette pastille. On commence avec la moyenne d'âge pour TF1 qui est à 58,5 ans et France 2 qui a une moyenne plus élevée encore avec 65,3 ans en moyenne pour les téléspectateurs. À noter que je vous mentionne donc ces deux chaînes parce que ce sont elles qui ont la part des audiences les plus importantes. C'est chiffré par Médiamétrie chaque mois, ça peut se vérifier. TF1 a en moyenne 18% des auditeurs et France 2 14%. À noter quand même ce petit chiffre amusant aussi, sur Gulli, les téléspectateurs ont en moyenne 33,6%. Oui. C'est affolant. Oui, c'est affolant. Ma génération regarde des dessins animés, quoi. Oui, c'est ça. Pour ne pas voir la réalité. Oui. Voilà ce qu'on préfère voir plutôt que de voir ce qu'il faudrait voir. Bon, Jean-Yves, à l'aune de tous ces chiffres qu'on vient d'évoquer, d'abord, il y a un premier commentaire qui se dégage, c'est celui que les jeunes se détournent quand même de la télévision. Oui, la télévision est un mode ancien par rapport aux consommations actuelles de vidéos, par les réseaux, par les téléphones, etc. C'est le monde ancien. Ceci étant, ça reste quand même important, à la fois parce que le monde ancien, c'est le monde qui vote, donc là il y a une certaine influence, et puis il y a quand même une irradiation après. C'est-à-dire que ça s'est consommé dans un premier temps par la télévision, mais c'est repris aussi en partie sur les réseaux. Donc il y a un impact peut-être plus important et au-delà de la population qui regarde uniquement par la télévision. Et d'ailleurs, si vous regardez un artiste ou un homme politique qui veut faire une déclaration importante, il aura quand même tendance, encore aujourd'hui, à chercher à la faire aux 20h de France 2 ou aux 20h de TF1. Mais de fait, c'est là qu'il y a les électeurs. Puisqu'on sait que c'est là qu'il y a les électeurs, mais c'est là aussi qu'il y a la répercussion, si vous voulez, et la reprise. Donc, je pense que ces médias-là continuent d'avoir une importance qui reste plus grande que leur simple audience directe. Jean-Yves, Valeurs Actuelles vient de changer de propriétaire. Les nouveaux propriétaires sont Benjamin Lacombe, Pierre-Édouard Stérin, mais aussi Alexis Caude. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce trio ? Je crois que c'est un trio qui est assez homogène. Ce sont des entrepreneurs, des gens qui ont réussi dans l'entreprise et qui sont de philosophie conservatrice. Voilà, donc c'est assez cohérent. Et donc, je pense qu'ils vont essayer de faire de Valeurs Actuelles un grand journal conservateur, ce qui permettra d'envoyer ensuite les journalistes dans un certain nombre de médias. Ça me paraît être le projet. En tout cas, les trois investisseurs sont, me semble-t-il, assez bien en phase les uns avec les autres. Qui veut la peau de Noël et de nos traditions de fin d'année ? Le réveillon du 31 décembre, apprend-on, va être partiellement annulé pour des raisons d'insécurité. France Info nous dit qu'il n'y aura pas de concert sur les Champs-Élysées cette année pour minimiser les risques. Il y a un concert du réveillon qui a bien été enregistré là en novembre par France 2, mais qui sera diffusé en décalé, parce qu'on ne voulait pas faire prendre de risques aux artistes. Et donc, le public, c'est carrément des figurants. C'est le concert Potemkin. C'est ça, voilà, le concert Potemkin, exactement, très bonne formule. Et on dira, ça s'est bien passé. Le concert du réveillon s'est bien passé. Tout à fait. Alors pourquoi est-ce qu'on y a des craintes autour de tout ça ? C'est que visiblement il y a un concert de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations. Un concert un match. Un match. Vous voyez, je m'y connais tellement bien en foot que je dérape. Il y a donc un match qui aura lieu et qui opposera la Guinée équatoriale à l'Algérie. Et alors, si on écoute un porte-parole de la police, eh bien, c'est très inquiétant. Je vous propose de regarder cette vidéo.
par le passé, en 2021, à la précédente coupe, il y a eu des incidents assez graves sur les Champs-Élysées avec des boutiques qui avaient été pillées. L'équipe algérienne va jouer, donc on va forcément regarder tout ça. C'est pour ça que le concert a été annulé, parce que on ne peut pas déployer massivement des policiers comme ça en permanence, parce qu'on n'en a pas assez. Au bout d'un moment, on ne peut pas, puisque c'est plus qu'à Paris, la problématique, c'est sur tout le territoire national. C'est la démonstration que l'immigration pourrit la vie des Français, les empêche de garder leurs habitudes, leurs traditions. Et puis, il y a aussi l'aspect... on camoufle, parce que là, ce policier parle, mais il y a beaucoup d'articles qui occultent la raison. Mentionner ce fait, ouais. La raison pour laquelle on ne fait pas ce concert, la raison, c'est que il peut y avoir des supporters algériens qui déboulent sur les champs pour tout casser, voilà. Mais ce qui est hallucinant, je pense qu'il faut le marteler, c'est que cette Coupe d'Afrique des Nations n'a même pas lieu en France. Oui. C'est ça qui est totalement fou. À noter aussi quelque chose de particulièrement fou dans cet article de France Info, mais on reviendra sur eux dans quelques instants. Donc ils expliquent, voilà, pour des raisons de sécurité, il n'y aura pas de concert. Sans donner la vraie raison, voilà, bien sans entendu. donner la vraie raison. Des informations par occultation, merci France Info, merci le service public. Mais aussi, quand on se rend sur cet article, vous savez, il y a des liens qui renvoient vers d'autres articles, vers des commandes d'action. Et notamment, il y a cet appel à témoignage. Vous n'aimez pas Noël, expliquez-nous pourquoi. Et alors, les appels à témoignage, c'est toujours incroyablement fascinant parce que ça permet de justifier ce qu'on aimerait dire, mais qu'on ne peut pas dire soi-même. Et donc, c'est d'une violence sans nom, en fait, de cracher sa haine comme ça sur les fêtes de Noël, sur cette fête populaire. Et donc, on veut donner la parole aux grincheux qui veulent gâcher les traditions françaises. D'ailleurs, on a quand même cette journaliste, Madame Rutel-Krief, qui a publié une tribune pour dire que les crèches de Noël n'avaient pas leur place dans les bâtiments publics. Effectivement, le Conseil d'État a tranché, mais est-on obligé de le marteler quand on est une journaliste politique? Le Conseil d'État socialiste. Le Conseil d'État socialiste. Le Conseil d'État socialiste. On nous explique aussi qu'il y a d'énormes risques d'attentats terroristes sur les marchés de Noël français. Comment décourager les gens, encore une fois, de fêter et de célébrer leurs traditions. Et carrément, là, ça va peut-être être l'étoile sur le sapin, la cerise sur le gâteau. On a France Info qui a quand même réussi à comparer les marchés de Noël avec l'Allemagne nazie en disant que, vous comprenez, Noël est devenue une fête nationaliste qui a été relancée par Adolf Hitler. Alors là, c'est du point de Godwin de grande qualité, chers téléspectateurs. C'est du point Godwin vraiment. de grande qualité, oui, tout à fait. Alors, on va simplement rappeler, les marchés de Noël, ça existe depuis le XIVe ou le XVe siècle. Ça s'est développé principalement en Allemagne, en Autriche, en Alsace, et puis ça s'est répandu ensuite sur l'ensemble de l'Europe. Ça remonte au XIVe siècle. Hitler a dû naître 5 siècles plus tard, 4 ou 5 siècles plus tard. Mais ça fait rien. Ouais. C'est un sommet dans le point Godwin, là. C'est le service public. C'est le service public. C'est le service public. C'est le service public. Vidéo de France Info, avec un journaliste qui explique ces liens très obscurs. Mais bon, bref, il va falloir s'habituer donc non seulement à vivre avec le terrorisme, mais aussi à vivre sans Noël, si l'on en croit nos médias. Martial Bild également, donc qui était à ma place la semaine dernière, a fait un tweet qui n'est pas inintéressant. Si vous vous êtes rendu sur le parvis de Notre-Dame, eh bien vous pourrez constater, et c'est tout un symbole, qu'il n'y a pas de décoration de Noël devant cette cathédrale, pas une seule guirlande. Cela pose question aussi, c'est un symbole. C'est un choix de Madame Hidalgo. C'est un choix de Madame Hidalgo. Elle n'a peut-être pas le temps entre 2 voyages. En tout cas, chers téléspectateurs, on vous souhaitera de célébrer et de passer de très belles fêtes de Noël dans la joie, la bonne humeur et en famille. C'est vraiment tout ce qu'on peut vous souhaiter. Place à la pastille suivante. Un rapide point sur cet article du Dauphiné libéré qui nous fait vraiment un combo dans la plus belle tradition d'immédiat. Une trentaine de véhicules ont été impactés par des incendies. Impactés par des incendies. Novlangue. Novlangue. Les feux
pourrait être volontaire. Alors, il y a quand même une trentaine de véhicules qui ont été touchés par les flammes, qui ont été réduits en cendres, en fait, en réalité. Donc, ce sont des exactions qui sont insupportables. D'autres ont été endommagés par les flammes. Bon, on pense bien qu'ils ne sont pas plus jésuitables que les voitures qui ont été totalement détruites. Ces incendies seraient volontaires. Beaucoup encore là de précautions journalistiques, alors que la mairie indique pourtant dans un post Facebook qu'on a vu un individu qui circulait en trottinette électrique et qui a causé des dégradations sur plusieurs véhicules. Il n'y a peut-être plus trop besoin de chercher aussi loin qui est à l'origine de cela. Qui protège-t-on quand on publie un article pareil, sachant que les incendies ont eu lieu à Châteauneuf-sur-Isère, c'est dans la Drôme, et ce n'est pas loin de Romans-sur-Isère, du quartier de la Monnaie. Du quartier de la Monnaie, d'où venait la bande qui a commis le meurtre de Crépol. Nathalie Saint-Cric, prise alors qu'elle croyait prendre. Elle a interrogé Alexis Corbière sur les accusations d'antisémitisme qui visent régulièrement la France insoumise. Il lui répond calmement oui, l'antisémitisme est une chose sérieuse, il existe dans le pays. Alexis Corbière vient de changer de parti et de cofonder l'Après. Nathalie Saint-Cric, elle enchaîne, elle ne lâche pas l'affaire. Oui, et la quête du vote musulman existe aussi. Et là, Alexis Corbière a dit « Mais quel est le rapport ?» Il a été très surpris, visiblement. Évidemment, le recteur de la Grande Mosquée de Paris a décidé que les déclarations de Mme Saint-Cric étaient extrêmement graves et qu'il allait les signaler à l'Arcom. Ce recteur, ce n'est pas n'importe qui, il est avocat, d'où ses facilités à saisir l'Arcom, mais il est aussi membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, donc ce n'est pas tout à fait c'est des droits de l'homme, mais pas des droits de la liberté d'expression. Voilà, exactement. Je vous propose d'écouter les explications de Nathalie Saint-Cric qui persiste et signe. D'une clarté extrême, je tenais juste à dire que, comme vous l'avez entendu, je ne mets pas en question les Français de confession musulmane, nos compatriotes, je mets en question les politiques, et ça je maintiens, qui utilisent et qui manient l'antisémitisme en imaginant pouvoir rafler du vote. Point. Il n'y a rien d'autre, c'est clair, net, j'ai peut-être pas été suffisamment clair, mais si ça avait été le cas, ça aurait été inqualifiable, je mets en cause et je maintiens qu'il y a des partis politiques qui jouent avec le feu. S'il y a des politiques qui jouent avec le feu, c'est peut-être parce qu'il y a du combustible. Mais alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que Mme Saint-Cric, qui est le parangon du politiquement correct, la famille Duhamel, le cœur de l'extrême centre, eh bien, malgré tout, elle-même, elle peut être dénoncée à l'Arcom on verra pour des propos qui correspondent tout simplement, qui sont factuels, mais qui ne plaisent pas au recteur de la mosquée de Paris, qui est un agent du gouvernement algérien. Voilà la réalité. L'affaire Saint-Cric, c'est une extension du domaine de la censure. Et voilà, on est arrivé à la fin de ce numéro d'Immédiat. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous le rappelle, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air. Vous pouvez également laisser un commentaire juste en bas. Je les lis, comme vous avez pu le constater. Jean-Yves, on ne quitte pas nos téléspectateurs sans leur annoncer le portrait piquant. C'est à nouveau une rediffusion. Et c'est le portrait de... Delphine. C'est notre amie Delphine Ernotte. C'est un portrait piquant qui est absolument incontournable. Donc, on vous laisse avec Claude Cholet de Logim pour parler de cette belle personne. D'ici là, portez-vous bien et à très vite sur TV Liberté. Delphine Ernotte, née en 1966 à Bayonne, a fait toute sa carrière à France Télécom, devenue Orange, avant de devenir la patronne de France Télévisions. Elle est diplômée de l'École centrale de Paris. Elle rentre à France Télécom en 1989 comme analyste financière et sera tour à tour ingénieure économiste, directrice de la communication et enfin directrice générale en 2011. À la surprise générale, le 23 avril 2015, Delphine Ernotte est élue par les membres du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la présidence de France Télévisions pour une durée de 5 ans. Cette nomination cause une intense polémique, car elle n'a jamais été journaliste
et n'a jamais dirigé de médias. Elle est dénoncée comme une preuve supplémentaire de la mainmise de l'entre-soi politico-économique sur le monde médiatique et notamment sur les médias publics. Olivier Schrammeck, président du CSA, a en effet changé la procédure d'usage le jour du scrutin, ce qui a permis de favoriser l'élimination de candidats plus sérieux. Une plainte pour abus d'autorité et trafic d'influence a été classée sans suite par le parquet de Paris en juillet 2016 et le reconduite pour un second mandat en juillet 2020. Delphine Ernotte n'est pas encartée dans un parti. Cependant, une partie de son entourage est très marquée à gauche. Son directeur de cabinet, Stéphane Sidbon-Gomez, était conseiller de Cécile Duflot au ministère du Logement. Son assistante, Catherine Bessis, est conseillère municipale à Paris et militante PS. Son conseiller en communication, Denis Pingot, est un visiteur du soir de François Hollande. Membre du Club Le Siècle, elle a un fil rouge dans son action. Évincer le mal blanc. Pardon, je me suis trompé. Ma prononciation est défectueuse. Éliminer le mâle blanc de l'antenne et de tous les services de France Télévisions. Je cite sa déclaration, surprenante, sur Europe numéro 1 le 23 septembre 2015. Je cite, « Il faut impérativement que France Télévisions soit à l'image, résonne avec son public. Et honnêtement, en arrivant, mon premier constat, c'est que ce n'est pas le cas. On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans. Et ça, il va falloir que ça change. » Elle réitère sur Le Monde en novembre 2020. Je cite, « D'après le CSA, les personnes perçues comme non blanches représenteraient environ 25% de la société française, contre 15% à la télévision. On a un énorme rattrapage à faire. Ce sera le fil rouge de mon nouveau mandat. » Fin de citation. 200 ou 300 000 migrants extra-européens s'installent en France chaque année. Delphine ne va pas manquer de candidats.